27 et 28 février 2010, deux dates qui resteront à jamais gravées dans les esprits de milliers de personnes qui ont vécu, au plus près, la tempête Xynthia. Revenons sur cet événement qui, en France, est la tempête la plus meurtrière du XXIe siècle. Nous sommes le samedi 27 février. La tempête aborde les côtes ibériques et sa force surprend déjà. Les services espagnols et portugais émettent ainsi une vigilance de niveau rouge sur toute une partie nord-est de la péninsule ibérique, alors qu'une grande partie des autres départements sont en vigilance orange, à l'exception du sud de l'Espagne et de sa côte est. Dès la matinée, Xynthia frappe les côtes, et l'on peut même apercevoir l'œil de la tempête. Les météorologues ne vont pas se tromper, et en quelques heures, le vent se déchaîne, pour atteindre des rafales de l'ordre de 130 à 150 km à l'heure, jusque dans les terres, causant des dégâts inévitables et parfois importants. Des forêts entières seront sérieusement affectées. À certains endroits, seul un arbre sur 3 est encore debout. La soirée arrive. Peu à peu Xynthia quitte l'Espagne et se dirige vers la France, en continuant à se creuser. Météo France avait déjà placé une grande partie du territoire en vigilance orange et depuis 16 heures, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne sont en niveau rouge. Alors que les vents sont encore raisonnables sur une bonne partie du pays, les rafales deviennent tempétueuses dans les Pyrénées. Sur les crêtes, on relève régulièrement entre 150 et 200 km à l'heure. Ces puissantes rafales causent alors de nombreux dégâts et endommagent le matériel des stations, dont les remontées mécaniques. Le lendemain, certaines stations, très touchées, seront forcées de prendre la décision de fermer jusqu'à l'hiver prochain, ce qui constitue un impact économique non négligeable. On relèvera jusqu'à 238 km à l'heure au pic du Midi, à 2877 mètres d'altitude. Par ailleurs, un effet de fun exceptionnel fait grimper les températures jusqu'à 22 à 24 degrés au pied des Pyrénées, vers 21 heures en plein hiver. La nuit du 27 au 28 arrive. Au fil des heures, les rafales faiblissent progressivement sur la chaîne pyrénéenne. En parallèle, elles forcissent nettement sur le Massif central. On enregistrera jusqu'à 209 km/h dans le Puy-de-Dôme, à 1415 mètres d'altitude. Ces fortes rafales causent ainsi de nouveaux dégâts, mais ce qui va surtout retenir notre attention est la situation près de l'Atlantique et plus particulièrement dans les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime. Ces deux départements vont être soumis, à partir de 2 heures du matin, à des rafales de l'ordre de 140 km à l'heure. Mais ce ne sont pas les rafales qui vont causer la plupart des décès, mais bien l'eau. En effet, Xynthia arrive avec une onde de tempête, c'est-à-dire une surélévation du niveau de la mer, aussi appelée surcote. La question que beaucoup de personnes se posent est: pourquoi cette surcote a-t-elle été si conséquente, allant jusqu'à dépasser les prévisions initiales? Premier point, le vent, qui a atteint 140 à 160 km à l'heure en mer, formant des vagues de plus de 4 à 5 mètres qui vont déferler sur le littoral. Second point, la direction de ce vent et l'orientation des littoraux. En cette nuit du 27 au 28 février, les côtes vendéennes et charentaises prennent le vent de pleine face, ce qui dirige ainsi les vagues directement sur ces dernières. Troisième point, la pression atmosphérique est très basse, descendant jusqu'à 968 hectopascales. Lorsque la pression est moins forte, la pression exercée sur l'eau est également plus faible, ce qui lui permet de se surélever de plusieurs dizaines de centimètres. Quatrième point, le coefficient de marée de 102 est l'heure de la marée haute qui coïncide à peu de choses près avec le moment où les rafales sont les plus violentes sur la région. Cet élément a été déterminant. Si nous n'avions pas eu de grande marée, la catastrophe qui va se produire ne se serait probablement jamais produite. Avec ces 4 facteurs réunis, l'inévitable survient. L'onde de tempête ou surcote va atteindre jusqu'à 1,50 m à 1,60 m. À La Rochelle, dans la Charente-Maritime, la surcote atteint 1,53 m. Ainsi, la mer envahit la ville et inonde des quartiers entiers, provoquant ainsi de nombreux dégâts. Mais la situation qui restera la plus dramatique sera celle de 2 communes, la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer. Construites en bord de mer et situées de part et d'autre de l'estuaire du Lay, ces 2 communes sont très vulnérables au passage de Xynthia. Lorsque l'onde de tempête arrive, poussée par des vagues de 4 mètres et par un vent de 140 km à l'heure, le niveau de la mer grimpe de plus d'1,50 m. L'eau s'engouffre ainsi dans l'estuaire du Lay, comme le montre le schéma, et l'inondation est inévitable. En effet, les digues, anciennes, détériorées et surtout trop petites, ne suffiront pas à retenir les flots. Problème, les maisons situées derrière la digue sont en dessous du niveau de la mer. Ainsi, lorsque l'eau submerge la digue, elle s'engouffre à toute allure dans les quartiers situés en contrebas. Les flots pénètrent dans les lotissements, qui sont majoritairement des plain-pieds, et surprennent les habitants.
Les plus chanceux gagnent le toit de leur maison et y passent une bonne partie de la nuit, avant d'être secourus. Pour d'autres, les témoignages sont poignants, parlant de luttes parfois durant plusieurs heures dans une eau à 8 degrés pour ne pas se noyer. Hélas, durant cette terrible nuit, 29 personnes perdront la vie dans les seules communes de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Parmi ces 29 décès, de nombreuses personnes âgées, mais aussi 3 enfants, âgés de 10, 5 et 2 ans. À l'aube, c'est un paysage de désolation qui s'est installé. Les habitants ont tout perdu, leurs maisons sont détruites, leurs biens avec, et pour certains, il y a le traumatisme d'avoir perdu les souvenirs, photos et autres de toute une vie. Des bateaux sont retrouvés jusque dans les rues, ce qui laisse imaginer la puissance de ces flots meurtriers. Un agriculteur raconte qu'il a perdu toute son exploitation, et que toutes ses bêtes, sans exception, se sont noyées durant la nuit. Les champs recouverts d'eau de mer sont désormais stériles, puisque leurs terres sont gorgées de sel. Pendant ce temps, la tempête traverse une grande partie de la France, circulant depuis le centre-ouest jusqu'au nord-est. Elle génère des rafales impressionnantes dans les terres. On relève ainsi 122 km/h à Auxerre, dans l'Yonne, 132 km/h à Châteauroux, dans l'Indre, 136 km/h à Metz, dans la Moselle, 148 à Chouilly, dans la Marne, et jusqu'à 161 km/h à Sillé, dans les Deux-Sèvres, rafale qui constitue la plus forte qu'ait engendrée Xynthia dans l'intérieur des terres. Elle laisse de nouveaux dégâts dans de nombreuses régions, mais ne fait heureusement plus de victimes, à l'exception de l'Yonne où un septuagénaire a été tué après avoir été atteint de plein fouet par une poutre, arrachée par le vent. Outre la Charente-Maritime et la Vendée, des phénomènes de surcote toucheront aussi le littoral de la Bretagne et du Nord. En Bretagne, la tempête provoque des pluies abondantes et des inondations parfois conséquentes qui mobilisent les équipes de secouristes. Le bilan humain de Xynthia est terrible, avec 65 morts en Europe, dont 1 au Portugal, 1 en Belgique, 3 en Espagne, 7 en Allemagne et non moins de 53 en France. Parmi les 53 décès français, on en trouve 1 dans l'Yonne, 1 dans les Hautes-Pyrénées, 2 dans la Loire-Atlantique, 2 dans les Pyrénées-Atlantiques, 12 dans la Charente-Maritime et pas moins de 35 dans la Vendée. Sur ces 35 victimes, 29 habitaient les communes de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. En 2011, Xynthia reste la tempête la plus meurtrière qui ait frappé la France au XXIe siècle. Les dégâts qu'elle a engendrés, que ce soit par le vent ou les inondations, se chiffrent à plus d'1,5 milliard d'euros. En Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres, dans la Vendée et dans la Vienne, l'état de catastrophe naturelle a été décrété par l'État. Pour autant, cette tempête a traumatisé des dizaines de personnes qui ont perdu des proches, ou encore qui ont frôlé la mort. 1 an après, mes pensées vont aux familles des victimes, à qui ce reportage est dédié.